Bien. Je laisse maintenant donc la parole donc à Delphine Deschaux-Duttard pour ce deuxième panel. Merci beaucoup Laurent. Donc, bienvenue dans ce second panel qui porte donc sur la politisation des enjeux de défense en période électorale. Et donc, chacun des intervenants va nous éclairer ce sujet depuis ses propres travaux, en nous expliquant un petit peu justement comment se passe cette politisation. Alors, on va commencer par l'intervention de Florent Galéry. Florian Galéry est doctorant en histoire contemporaine à l'Université de Nantes. Il travaille au sein du Centre de recherche en histoire internationale et atlantique et prépare une thèse intitulée La dimension européenne de la dissuasion nucléaire française post-guerre froide, dans laquelle il explore justement l'évolution de la politique de dissuasion nucléaire française, en mettant notamment l'accent sur les interactions entre l'autonomie stratégique nationale et la solidarité européenne. Donc, Florian, c'est à vous pour une dizaine de minutes. Merci beaucoup. Alors, je vais pas être très original aujourd'hui, donc je vais traiter de l'arme nucléaire encore une fois, et donc de l'arme nucléaire dans la vie politique française après la guerre froide. Pourquoi traiter ce sujet puisque à première vue, cette question en fait pourrait sembler marginale, voire obsolète. En effet, depuis la fin des années 90, ce qu'on appelle souvent le second âge nucléaire, on voit plutôt que en Europe, les menaces comme le terrorisme ont éclipsé les menaces stratégiques, et d'autre part que même les questions de défense de manière générale sont éclipsées par d'autres sujets, en tout cas jusqu'à à peu près 2017. Pourtant, l'arme nucléaire française, et en particulier en période électorale, reste un artefact politique singulier, indissociablement lié au pouvoir présidentiel en France. Elle ne se réduit pas en fait à un simple outil militaire, mais au contraire constitue un symbole de souveraineté, comme le montre d'ailleurs une certaine vulgate gaullienne qui peut être présentée et être présente dans des discours ou chez des intervenants. D'autre part, elle est elle-même moquée, voire présente aussi dans la culture populaire, à travers des médias comme Au service de la France ou SS 117. Cette utilisation politique, donc, n'est pas juste mémorielle, l'utilisation de l'arme nucléaire, mais de Mitterrand à Macron est aussi un symbole pour crédibiliser la stature du président. Et elle est donc particulièrement utile en période électorale pour revendiquer une certaine légitimité. Donc, dans cette intervention, je vais examiner donc cette trajectoire de l'arme nucléaire dans la vie politique française entre 91 à nos jours, entre absence totale et acculturation, retour en grâce et oubli. La place de l'arme nucléaire, en fait, nous donne une idée aussi de la nature du débat stratégique en France. Donc déjà, il faut bien voir que dans l'immédiat après-guerre froide, une période qu'on va délimiter de 91 à 97, on a une population française qui a déjà une certaine connaissance, en fait, des enjeux stratégiques et des thématiques stratégiques puisque la guerre froide, en fait, en a été très prolixe, a été très dense sur ces sujets. On peut par exemple voir que dans la campagne présidentielle de François Mitterrand en 1988, la dissuasion est un argument politique pour le président Mitterrand. Je ne vais pas aller trop loin là-dessus, puisque Yannick Pincé abordera sans doute ce sujet demain, mais globalement, on a une connaissance globale des enjeux nucléaires en France pendant la guerre froide et pendant l'immédiat après-guerre froide. Dans les dernières années de François Mitterrand, on voit d'ailleurs que les questions nucléaires font débat, et c'est un débat qui ressemble beaucoup à celui de la guerre froide. Pendant la guerre froide, le débat sur la portée des missiles Pluton qui devaient tomber sur l'Allemagne trouve son pendant avec la portée des missiles Hades qui, elle, pourrait atteindre en fait les nouveaux pays d'Europe de l'Est. D'autre part, la question du moratoire des essais nucléaires, qui a été faite par le président Mitterrand, crée un débat sur sa légitimité, et ce débat au sein même des institutions. Ce débat, d'ailleurs, sur le moratoire des essais nucléaires et sa potentielle reprise, est fait est mis en lumière lors des élections de 95, où Lionel Jospin, lors d'un débat télévisé, se présente comme favorable à la persistance du moratoire, alors que Jacques Chirac, lui, souhaite une relance
de la campagne nucléaire, des essais nucléaires, pardon. Ce débat est particulièrement intéressant parce que la posture en fait de Jacques Chirac est de dire en fait et de dire nous ne devons pas débattre de ce sujet. Globalement, il dit nous n'avons aucune nous devons avoir aucune connaissance sur ce sujet. Parce que les questions nucléaires sont censées être des questions réservées au président et donc il n'est pas censé les deux acteurs ne sont pas censés avoir accès à des connaissances sur ce sujet. Ce qui est assez cocasse, puisque Jacques Chirac fut l'un des éléments perturbateurs pendant la présidence de François Mitterrand sur cette question du moratoire des essais nucléaires. Mais au-delà de ça, au-delà du pur débat politique, c'est un débat qui envahit, si je puis dire, des questions des questions de culture populaire. On le voit notamment à travers des publications, enfin des films, comme le film Godzilla, qui en fait est qui participe à une lutte contre la reprise des essais nucléaires. Globalement, le débat est très dense encore dans cette période de 95 jusqu'à la période de 97, qui en fait qui signe d'une certaine façon un consensus politique sur les questions nucléaires. Cette période de 97, pourquoi elle signe un consensus? C'est principalement parce que Jacques Chirac fait une dissolution de l'Assemblée. Les dissolutions pour les présidents français sont assez malchanceuses. Et le président français est battu dans les urnes par une majorité socialiste. Les socialistes et la droite du RPR vont donc se mettre d'accord sur une doctrine nucléaire qui va perdurer jusque-là. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, la doctrine nucléaire française est celle de 1995. Et globalement, ce consensus, accentué par le fait que le pouvoir présidentiel français devient de plus en plus fort grâce à la réforme du quinquennat, qui télescope les législatives avec les présidentielles, ce qui fait que généralement le président n'a pas de contre-pouvoir, en tout cas législatif, lorsqu'il est élu, en tout cas jusqu'à très récemment. Cela permet en fait au président d'avoir à la fois une mainmise sur les questions nucléaires et peu de répondants, peu d'éléments bloquants sur cette mainmise-là. D'autre part, ce qui permet d'expliquer en fait cette atténuation dans le débat politique, ce n'est pas juste cette concentration des pouvoirs, mais c'est aussi une absence en fait dans les médias des questions nucléaires qui sont, comme je vous l'ai dit en introduction, dépassées par les questions de terrorisme, mais aussi par les crises financières et que généralement ce qui amène à une déculturation pour le coup de la population française sur ces questions. Ça se voit en fait dans les médias avec peu de place pour les questions de défense nucléaire. Cela dit, il faut aussi tout de même dire qu'il y a une persistance symbolique dans le discours officiel sur l'arme nucléaire. J'en veux pour preuve le fait que tous les présidents de la République, après leur élection, vont faire, depuis en tout cas Nicolas Sarkozy, vont visiter les forces nucléaires stratégiques afin justement de crédibiliser leur stature. D'ailleurs, lors du débat d'entre-deux tours entre Sarkozy et Ségolène Royal, lors des élections de 2007, on voit en fait que les deux candidats principaux ne savent pas le nombre de SNLE, donc les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, ceux qui sont capables de pratiquer la dissuasion, et confondent avec le nombre des SNA, les sous-marins nucléaires d'attaque. Ce qui est vu par la plupart des commentateurs politiques comme comme vraiment une forme d'incompétence qui les rendrait, qui démontrerait le fait qu'ils ne sont pas prêts, en fait, à prendre les habits présidentiels. Depuis 2017, mais je dirais, depuis 2014, mais je dirais plutôt plus depuis 2016-2017, on voit un retour progressif de la menace et des questions nucléaires. On pourrait croire que l'annexion de la Crimée a été sans doute l'élément marquant, mais c'est plutôt en fait en 2016, avec le Brexit et l'arrivée au pouvoir de Donald Trump en 2017, qu'il y a en fait un nouvel intérêt sur la singularité française en matière d'autonomie stratégique, qui est elle-même portée par l'homme nucléaire. Plus récemment, la guerre en Ukraine a renforcé cette tendance, et encore plus récemment, le retour de Donald Trump au pouvoir fait que les débats sur la dissuasion nucléaire commencent à apparaître, commencent à émerger. Mais finalement, ce débat et ce retour est presque trop brutal pour un changement en fait dans les mœurs stratégiques françaises et dans les mœurs politiques.
puisque malgré en fait l'intensification des conflits et l'intérêt croissant de l'opinion publique pour les questions de défense, illustré par la multiplication des médias spécialisés et notamment avec des chaînes en continu portant que sur des questions militaires, le discours politique français stagne depuis 95 et la parole des experts reste, sur le nucléaire en tout cas, reste en fait dans une certaine idée assez statique de ce qu'est la doctrine nucléaire. Mais est-ce que cela, en fait, n'apporte pas une forme de menace, notamment pour les prochaines élections? On l'a vu aux élections européennes. L'arme nucléaire peut devenir un champ de contestation du politique. Le Rassemblement national et LFI, donc les deux extrêmes politiques en France, ont utilisé les propos du président sur la dimension européenne pour contester, en fait, sa stature de président et comme argument électoral. Bon, ça n'a pas marché, il y a pas, en tout cas, on n'a pas eu d'impact, en tout cas ressenti dans l'opinion publique, mais c'est pas dit que cet impact continue. Surtout que, et c'est quelque chose de nouveau, les questions stratégiques, maintenant, peuvent être des éléments de gain politique. On l'a vu avec le bon score de Raphaël Glucksmann aux élections européennes, qu'il l'a notamment eu grâce à une façon de se différencier du candidat de LFI, notamment vis-à-vis de l'Ukraine. Donc, pour conclure en très peu de mots, parce que je ne sais pas si j'ai été très long ou pas, mais je me connais, je peux être très long. Ce que je dirais, c'est que le débat, en fait, ce qui serait intéressant, c'est que le débat des experts, qui en fait a stagné avec la doctrine, soit au diapason de l'intérêt général et pose les questions que les Français, pour lesquelles les Français se posent. Parce que si ça ne devient pas le cas, il y a un risque que les extrêmes, qui eux ont déjà un discours contre l'arme nucléaire, et, enfin en tout cas contre certains éléments de l'arme nucléaire, parce que l'arme nucléaire est un consensus politique général, peut-être pas chez les écologistes et encore, eh bien, il y a un risque en fait d'une décrédibilisation de la politique nucléaire française et de ce qu'elle et même d'un arrêt de celle-ci, si jamais il n'y avait pas un plus grand débat là-dessus. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez parfaitement tenu le temps à la minute près. Vous voyez, 10 minutes, donc c'est très bien. On va passer à la seconde intervention, donc qui va nous être proposée par le professeur Justin Massy, qui est donc professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, à l'UQAM, et qui est co-directeur du réseau d'analyse stratégique. Ses recherches portent sur les interventions militaires, la transition mondiale de la puissance, la paradiplomatie notamment, et la politique étrangère et de défense du Canada. Et il va donc, à travers ses objets de recherche, nous éclairer cette problématique. Donc Justin, tu as 10 minutes également. Merci beaucoup, Delphine. Bonjour tout le monde. Merci aussi à Laurent pour l'invitation. J'aurai donc une présentation à vous partager que je vais faire à l'instant avec quelques données pour cette présentation qui va porter donc, si vous la voyez bien, sur la complaisance que j'appelle canadienne face à la guerre en Ukraine. Donc c'est le résultat de travaux que j'ai effectués avec Nicolas-François Perron, qui est étudiant au doctorat du CAM et qui a été publié dans un bouquin qui vient de sortir il y a quelques mois de manière générale, la politique étrangère et de défense canadienne à l'aune de la guerre en Ukraine. Et dans ce texte-là, on s'interroge sur le fossé, le grand écart entre les discours extrêmement maximaliste de la part du premier ministre Justin Trudeau à l'égard de la guerre en Ukraine par rapport à une aide militaire, un soutien, somme toute, relativement modeste. Et ici, vous pouvez comparer les deux éléments de manière qui, je pense, ne peuvent apporter une autre conclusion qu'il y a un fossé. D'un côté, nous avons peut-être un faucon, peut-être dans les mots du moins, du premier ministre canadien, qui répète, et ici c'est des citations qui sont somme toute récentes, que l'Ukraine doit connaître la victoire, que Vladimir Poutine ne peut gagner cette guerre et que le Canada continuera de fournir tout ce dont elle a besoin à l'Ukraine et aussi longtemps qu'il le faudra. C'est parmi les positions les plus maximalistes quand on compare avec les autres dirigeants occidentaux dans cette guerre-là. Il ne semble pas avoir beaucoup de compromis ici. Et même quand on tente de comprendre pourquoi une telle prise de position de la part du premier ministre canadien, qui, on le comprendra, on n'est pas en Europe, donc on peut penser qu'une distance plus grande entre le territoire canadien et l'Ukraine, mais dans le raisonnement, notamment ce qui est évoqué par le premier ministre canadien, c'est l'effet des dominos, la théorie des dominos, c'est-à-dire que si on
permet à un pays d'envahir son voisin ici sans conséquence, ben, c'est tout l'ordre international libéral qui pourrait s'effondrer. On pourrait penser que d'autres scénarios similaires, par exemple bien sûr Taïwan, ou d'autres situations dans la périphérie de la Russie, voire au Moyen-Orient, pourraient débouler. Ce qui fait qu'il y a un intérêt de sécurité internationale qui amènerait le Canada à vouloir contribuer de manière significative, parce que le Canada, comme puissance commerciale, comme État dont la sécurité et la prospérité dépendent d'un ordre international stable, fait en sorte qu'il y aurait possiblement ici des conséquences pour le Canada. Mais quand on regarde ici l'aide militaire donnée, et je l'ai mis en euros ici parce que je sais que le public est en partie français, ici quand on compare l'aide qui est donnée par le Canada par rapport aux autres pays depuis 2022, donc ici ce sont les données de janvier 2022 au 31 octobre 2024, donc on est près de 3 ans d'aide militaire ici. On voit ici, vous pouvez comparer les deux données, c'est-à-dire la quantité en termes absolus dans la bande noire et en proportion du PIB, mais en proportion du PIB, qui est la meilleure unité de comparaison des pays, le Canada se situe au 21e rang avec 0,12% du PIB qui est donné en aide militaire à l'Ukraine. Et ça se compare de manière considérable par rapport à, par exemple, l'Estonie et le Danemark qui se démarquent, près de 2% pour le Danemark et on dépasse la barre du 2% pour l'Estonie, qui, en termes absolus, c'est peut-être faible parce que ce ne sont pas des grandes économies, mais reste que par rapport au coût que ça peut peut subir pour leurs citoyens, c'est énorme. Et quand on le compare avec les autres puissances, disons, qui donnent plus d'aide en termes absolus, on voit qu'il y a très peu de grandes puissances qui sont parmi les soutiens les plus importants par rapport à la taille de l'économie. Et dans le dernier budget militaire canadien, le Canada prévoit 320 millions de dollars canadiens par année pour 5 ans. C'est somme toute, à mon sens, plutôt ridicule par rapport à cette ambition de vouloir stopper en Ukraine et de préserver en Ukraine l'ordre international libéral. Si ce n'était pas accompagné d'une telle rhétorique, on pourrait penser que c'est peut-être normal pour un pays aussi loin, mais c'est accompagné de cette rhétorique-là et on cherche à comprendre pourquoi. Et l'argument donc que l'on fait dans ce papier, c'est que le fossé que l'on constate entre la politique déclaratoire maximaliste et le niveau d'aide modéré s'explique par l'absence d'une politisation de cette guerre-là. Alors, somme toute, à la fois un consensus des élites et une faible mise à l'agenda politique, donc à la fois une absence de politisation parmi les élites gouvernantes, une absence de politisation aussi dans les médias, c'est-à-dire que à part la première année qui a vraiment marqué une importance importante dans la couverture médiatique, on voit un déclin. Et dans l'opinion publique, il y a une faible saillance, c'est-à-dire même s'il y a une polarisation, il y a vraiment des divergences partisanes sur cette guerre-là, ça demeure pas un sujet d'importance politique pour les électeurs canadiens, ce qui fait qu'il n'y a pas d'intérêt politique, possiblement à vouloir s'en démarquer, et donc possiblement avoir aucun coup politique intérieur pour parler fort et brandir un petit bâton. C'est l'explication, et ceci se contraste rapidement avec peut-être d'autres situations dans le passé canadien où il y a eu absence de politisation. En Afghanistan, par exemple, pendant 13 ans, le Canada a été engagé dans cette guerre et il y avait la même chose, un très grand consensus des élites, faible saillance médiatique à part au début de l'intervention et malgré une désapprobation populaire majoritaire, une faible saillance qui fait qu'il n'y avait pas de coup. Alors qu'il y a eu dans le passé du Canada des conflits extrêmement politisés et polarisés, dont l'invasion américaine de l'Irak en 2003, qui a divisé la population canadienne, et aussi une politisation lors de l'élection fédérale d'octobre 2015 sur l'État islamique, qui a amené Justin Trudeau à retirer les avions de chasse canadiens pour cesser de mener des opérations contre Daesh. Donc, c'est pas que c'est impossible dans le contexte canadien, mais ce n'est pas le cas dans cette guerre en Ukraine. Ce qu'on voit je vais vous résumer rapidement le débat politique de près de 3 ans au Canada, mais il y a une tendance générale après avoir pris des positions politiques sur l'aide militaire, c'est-à-dire la fourniture d'armes à l'Ukraine, de manière suiviste. C'est-à-dire que c'était une fois que les États-Unis ont décidé en 2017 d'autoriser des armes à l'Ukraine, c'était déjà 20 de mémoire, le Canada a accepté en août, donc près d'1 an plus tard, de donner des armes, lui aussi, donc ici c'était des fusils de tireurs d'élite, à l'Ukraine, à la demande notamment du Parti conservateur, qui a toujours été un peu plus à l'avant-plan, donc même chose avant l'invasion, donc à la mi-février 2022, le parti d'opposition des conservateurs poussait énormément pour que le Canada fournisse des armes à l'Ukraine, mais il y avait une division politique à ce moment-là, le Bloc québécois qui disait on n'a rien à donner,
Le Bloc québécois, pour savoir, c'est un parti sécessionniste québécois, axé surtout de centre-gauche, et un parti de gauche aussi du Parti néo-démocrate disait, ce n'est pas la voie canadienne que de donner des armes. Mais il y avait le parti de droite, donc conservateur, qui poussait, et c'est après les premières livraisons, donc début 2022, d'armes de la part des États-Unis, que le Canada va faire suite en donnant quelques armes létales. Mais outre ce petit débat-là, que ce soit avant l'invasion, tous azimuts de l'Ukraine en 2022 et au début de cette guerre, il y a très, très peu eu de débat. Dans le débat ou de dissension, si on veut, entre les élites, dans le débat parlementaire le plus important en février 2022, il y a eu une unanimité sur la motion qui est présentée. Et le dernier désaccord date de février dernier seulement, lorsque le Canada a signé un accord bilatéral de 10 ans avec l'Ukraine. Le parti d'opposition des conservateurs s'y est opposé parce qu'on parlait de taxer la pollution, et pour lui, il est contre. Il veut qu'on puisse polluer sans coût au Canada. Donc, il s'était opposé pour un sujet qui est somme toute banal dans un accord de défense contre une invasion terrestre, mais dans son articulation aussi critiqué le peu d'armes qui étaient données par le Canada, mais ça demeurait extrêmement faible et très peu saillant. Lorsqu'on regarde qui a pris position depuis 3 ans sur la guerre en Ukraine au Canada, c'est surtout en majorité le parti au pouvoir. Le Parti libéral qui a pris la prise de position, très peu les partis d'opposition. Le Parti conservateur est en moins de 27% de l'ensemble des interventions. Et Pierre Poilievre, le chef du Parti conservateur, n'est qu'à un peu plus de 4% de chacune des déclarations qui a mentionné le mot Ukraine en près de 3 ans au Canada. Il n'en a pas fait un enjeu politique saillant, même s'il avait visiblement certains désaccords, une certaine vision un peu plus, peut-être plus encline à fournir des armes à l'Ukraine. Et quand il en a parlé, il mettait l'accent surtout, ici, je vais déplacer mon curseur ici, surtout là où la taxe carbone, alors que le parti d'opposition principal de gauche, lui, mettait de l'avant les sanctions, les questions de réfugiés et de visas, et beaucoup moins celle de l'arme militaire, tandis que pour le Parti sécessionniste du Bloc québécois, il disait que malgré le fait que la nation québécoise est pacifique, qu'il comprenait le besoin d'avoir des armes et donc qu'il le soutenait, mais somme toute, ce n'était pas un enjeu important qui apparaît même pas dans les partis du Bloc québécois, apparaît pas dans les partis qui ont mentionné souvent cette guerre. Au niveau de la couverture médiatique, on voit ici une tendance extrêmement claire d'intérêt très, très important, mais de très courte durée, donc donc février 2022 environ au printemps 2022, et ça s'estompe avec un nombre de publications en deçà d'un article par jour qui est publié dans l'ensemble des quotidiens canadiens, francophones et anglophones. On parle de plus de 6 000 ou près de 7 000 articles qui sont publiés en 2022, à moins de 2 500 en 2023, et jusqu'à septembre dernier, notre comptabilisation a montré seulement 1 528 sur l'ensemble du Canada. Et il y a certaines dans ces couvertures-là, notamment par contre des critiques du faible engagement militaire canadien. Donc c'est présent dans la couverture médiatique, mais ce n'est pas un enjeu saillant. Et il y a très, très peu de critiques pro-russes aussi de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un consensus que soit on n'en parle pas ou quand on en parle, il faudra en faire un peu plus. Très peu en disant que le Canada en fait trop et qu'on devrait cesser, ou des attitudes, disons, plus pro-russes. Je nomme simplement un collègue ici qui est à l'origine de la vaste majorité des articles qui ont été publiés qui pourraient être qualifiés de pro-russes. Donc, très faible critique. Et pour l'opinion publique, donc pour terminer le panorama, on voit que l'engagement en l'égard de cette guerre-là est en déclin dans l'ensemble des partis politiques de février 2022 à février 2024, de l'opinion qui se dit soit préoccupée ou soit intéressée par la guerre en Ukraine. On est à peine à plus de 50% chez les libéraux, donc les électeurs après 2 ans de guerre. Et dans ce qui est de l'objet de la recherche, donc le soutien à donner des armes, soit létales ou des armes défensives, parce que même si pour nous, il y a pas de différence dans l'opinion publique quand on pose la question, il y a des différences. Puis on voit que la majorité qui a suivi les prises de position politiques des partis en mars 2022, c'est-à-dire qu'avant, la majorité des Canadiens ne voulaient pas donner des armes, mais une fois que les partis politiques, le Parti libéral au pouvoir l'a fait, ils ont suivi. Et maintenant, il y a toujours une majorité chez les libéraux, mais une minorité chez les conservateurs
et un beaucoup plus faible soutien donc à poursuivre l'aide qui est donnée à l'Ukraine. Et dans ce graphique-là, je crois qu'on le voit plus clairement. Ceux qui estiment au Canada en février 2024 par rapport à mai 2022 que le Canada en fait trop, même si je vous ai montré les chiffres que on peut clairement pas dire que c'est trop, ben, il y a quand même 25%, un quart de la population en février 2024 qui estimait que le Canada en faisait trop. Mais cette opposition-là se concentre dans un seul parti politique, qui est le parti d'opposition actuellement, le Parti conservateur, et celui qui est le plus à même de former un prochain gouvernement en 2025. C'est vraiment une polarisation beaucoup plus forte, alors que cette opinion-là est beaucoup moins répandue dans les autres partis d'opposition. Ce qui fait que, sur la question, est-ce que le Canada devrait continuer à donner de l'aide aussi longtemps qu'il le faut, ou sur est-ce que le Canada devrait plutôt favoriser des négociations, on voit aussi une très forte division de l'opinion publique, également toujours sur cette question partisane, c'est-à-dire où on voit un plus grand appui de continuer à soutenir la position gouvernementale chez les électeurs libéraux et beaucoup plus de réticence chez les électeurs conservateurs. Ce qui fait que je peux conclure qu'il y a une très faible remise en question de la modeste aide militaire canadienne, qui est concentrée dans la couverture médiatique, mais qui sont toutes très peu saillantes et en déclin d'intérêt, que de rares divergences entre les élites gouvernantes dans les partis politiques, que oui, le Parti conservateur de Pierre Poilievre a traité le Justin Trudeau de gros parleur et de petit faiseur, qui est une expression québécoise très populaire, mais qu'il n'en a pas fait un enjeu politiquement important dans sa lutte pour former un prochain gouvernement qui aura des élections au printemps 2025 ou au plus tard là, en octobre 2025. Donc, c'est assez bientôt. Que très faible contestation aussi au Québec, malgré un courant historique un peu plus anti-américain et anti-OTAN dans cette province canadienne. Et que donc, il y a eu très peu de coups politiques à réduire le soutien canadien, et ceci malgré une forte pression pour accroître les dépenses militaires. On voit cette pression-là qui est exercée par l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, beaucoup de pression sur le gouvernement pour augmenter, mais les dépenses militaires, mais il n'a pas eu fait ce choix, comme le Danemark a décidé de faire, c'est-à-dire de donner une grande partie de ses équipements militaires à l'Ukraine pour, justement, faire face à cette invasion et assurer la préservation de leurs intentions libérales, et recapitaliser dans leurs forces armées. Le Canada a choisi donc d'investir dans ses forces armées de manière significative au cours des prochaines années, sans toutefois permettre ou donner une partie de cet équipement-là à l'Ukraine de manière significative pour lutter contre l'agression russe. Alors voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Justin. Je vais maintenant passer la parole à Maude Kessar après l'avoir présentée. Donc, Maude Kessar est maître de conférences des universités et directrice du domaine Europe, Espace, Transatlantique et Russie à l'IRSEM. Et elle travaille sur les questions de politique étrangère américaine et en particulier sur les stratégies d'influence, le soft power ou encore les guerres de l'information. Donc, on est là encore une fois pile dans le sujet. Donc, Maude, la parole est à toi pour 10 minutes. Alors, merci beaucoup Delphine et merci beaucoup à Laurent pour l'invitation. Ravie de pouvoir partager cette discussion avec l'ensemble des collègues ici présents. Alors moi, forcément, je vais forcément vous ramener à une séquence électorale qui a occupé le monde entier et qui est bien sûr celle de la campagne présidentielle américaine, puisque la question posée pour cette table ronde est: est-ce qu'un enjeu de défense ou d'orientation stratégique peut devenir un enjeu majeur d'une élection? Eh bien, Justin parlait à très juste titre donc de ce qui a occupé aussi les débats dans l'ensemble du monde occidental, la guerre en Ukraine. Mais il se trouve que la séquence électorale américaine que nous avons vécue, qui a opposé Kamala Harris à Donald Trump, s'est déroulée dans un climat de tension internationale, de crises multiples. Et parmi celles-ci, sur fond de divisions internes et de guerre culturelle que l'on connaît tous, et donc ces autres crises sont bien sûr le conflit israélo-palestinien et les débats sur l'immigration qui ont aussi considérablement cristallisé les débats et accru en fait les fractures politiques et religieuses au sein de l'électorat. Alors, c'est justement là-dessus que j'aimerais revenir, sur ces phénomènes extrêmement intéressants qui vont peut-être à rebours, non pas des idées reçues, mais des pratiques finalement de la politique américaine et de la fabrique de la politique étrangère et des orientations stratégiques,
à savoir qu'on a tendance à dire sur le temps long que ce sont les déterminants intérieurs qui fabriquent la politique étrangère américaine et donc les grandes orientations stratégiques. Or, il se trouve que dans la séquence très intéressante que nous avons vécue entre 2022 et 2024, eh bien, la tendance est à l'internalisation des crises internationales dans les débats domestiques, publics, politiques et dans, je dirais, la sphère physique du débat public, mais aussi et surtout, et là vous me voyez venir avec ma casquette de spécialité, sur les terrains numériques. Et donc, j'aimerais attirer votre attention dans cette communication sur 2 points. Sur le fait que cette séquence, s'il y avait un grand gagnant, un grand enjeu finalement qui a marqué la séquence électorale, c'est peut-être moins la guerre en Ukraine, et je vais m'expliquer à mon sens et selon des analyses que je vais vous partager, plutôt que le conflit israélo-palestinien à Gaza. Bien sûr, l'immigration, mais là, on reste sur des tendances qui sont déjà cristallisées, sur lesquelles il y avait peut-être moins de marge de manœuvre. Et puis, le deuxième point d'attention que j'aimerais porter aujourd'hui, ce matin pour vous, ce soir pour moi, c'est finalement cette fragmentation plus large, au-delà d'une polarisation et d'une hyperpolarisation classique que révèlent en fait ces phénomènes. Et surtout, cela révèle davantage finalement c'est la polarisation communautaire et religieuse qui a joué lors de cette élection. Et au-delà des effets de loupe sur la communauté arabo-musulmane américaine que l'on a pu largement commenter dans le Michigan. Alors, je commencerai par juste vous partager un point d'attention et les derniers résultats que l'on a pu suivre donc entre février 2024 et novembre 2024 concernant les comportements électoraux et l'attention de la population américaine pour ces enjeux de politique internationale. Les jeunes Américains ont plus de sympathie en règle générale, et quand on parle des jeunes Américains, je parle des moins de 30 ans. Demain, vous écouterez Laurent Cordonnier, que je salue et avec lequel je partage un certain nombre d'analyses et de points de comparaison entre la France et les États-Unis. Ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est que majoritairement, les jeunes de moins de 30 ans vont déclarer une sympathie entière pour la cause palestinienne, contre 14% seulement des jeunes, donc de moins de 30 ans, qui finalement auraient une sympathie plutôt proche d'Israël. À l'inverse, et ce qui est intéressant, et ce qui montre qu'il y a des fragmentations au-delà des polarisations partisanes, mais plutôt des polarisation générationnelle, c'est que on a donc les résultats notamment du Pew Research Center montrent que 47% des personnes âgées de plus de 65 ans, ça ne veut pas dire qu'on est âgé après 65 ans, c'est simplement leur grille d'analyse qui est ainsi et qui montre que finalement 47% de ces personnes vont se sentir plus proches d'Israël naturellement, alors que seulement 9% viendrait soutenir la cause palestinienne. Donc finalement, ce que ces résultats vont montrer, c'est que s'il y avait à jouer sur un électorat en particulier et politiser une crise internationale particulière, c'était certainement jouer sur le conflit israélo-palestinien, auprès d'une population jeune qui irait donc de l'âge de voter jusqu'à une trentaine d'années, un électorat qui, on le sait traditionnellement, se mobilise moins pour aller aux urnes et donc qu'il fallait pouvoir actionner. Alors, on le sait et maintenant, et ça commence à être assez bien documenté, ce qui est frappant, c'est que les équipes de Donald Trump se sont mobilisées à la fois sur les réseaux numériques, mais aussi de manière physique, en envoyant des émissaires dans toutes les communautés religieuses, pas simplement la communauté arabo-musulmane, mais aussi et surtout l'ensemble de la base électorale de Trump qui est en fait formée des évangéliques. Donc, les crises internationales ont joué un rôle crucial dans la polarisation des électeurs religieux. Je donnerai quelques chiffres donc dans la veine de ce que je viens d'expliquer. 33% des Américains de moins de 30 ans soutiennent les Palestiniens. Ce fossé générationnel a été exploité par donc les deux camps, mais plus efficacement par Trump, qui a réaffirmé aussi son soutien inconditionnel à Israël pour séduire les évangéliques d'une part, en déclarant ou en affichant un certain nombre de messages sur les réseaux sociaux montrant que Kamala Harris était une nuisance pour le soutien à Israël. Et à l'inverse, dans la communauté arabo-musulmane, les mêmes images que je ne vous partage pas là, mais que vous retrouverez facilement sur la toile et que je partagerai avec grand plaisir, montrent que la même image de Kamala Harris avec un slogan différent
tendance à donc explique que finalement Kamala Harris serait elle une nuisance pour la cause palestinienne du fait de son soutien inconditionnel à Israël. Donc un message adapté et ciblé en fonction des différentes communautés religieuses, ce qui ne veut pas dire que la ligne et l'orientation stratégique du camp Trump n'est pas celle des évangéliques et que l'idée, c'est de pouvoir porter cet agenda à la Maison-Blanche et dans les institutions américaines. Mais dans la campagne et dans la politisation du débat, il y a eu une fragmentation des cibles et peut-être une stratégie qui a été payante, on l'a vu. Alors sur la guerre en Ukraine, les divergences sur l'aide militaire américaine, on l'a vu, ont aussi exacerbé les tensions. Et ce qui est frappant dans cet électorat jeune que je voulais finalement mettre en avant dans cette intervention, c'est que les jeunes électeurs sont souvent moins favorables à l'interventionnisme et qu'ils ont manifesté un désaccord majeur avec les politiques traditionnelles des deux camps. Ils sont moins focaux, moins interventionnistes et donc finalement plus proches de Trump que de Biden. Alors, si on va plus dans le détail, au sein de la mobilisation des évangéliques blancs qui seraient acquis à la cause de Trump, on sait que le fait d'avoir réactivé les décisions marquantes de 2018 lorsque Trump avait déplacé l'ambassade américaine à Jérusalem a été commenté par les évangéliques à 78% comme une mesure qui a consolidé son image auprès de cet électorat en tant que défenseur des valeurs chrétiennes à l'international. Cette confiance a été renforcée alors que 72% des électeurs républicains se déclaraient confiants dans l'intégrité du scrutin en 2024. Il n'était plus que 19% en 2020. Et cette confiance qui est allée finalement de manière accrue a galvanisé donc plusieurs réseaux religieux conservateurs dans deux États clés en particulier, la Floride et l'Ohio, qui ont joué un rôle important. Si l'on regarde maintenant le désenchantement des musulmans américains et de la communauté arabo-musulmane, je disais qu'il fallait faire attention à l'effet de loupe. Toutefois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder ce qui s'est passé, notamment dans l'État du Michigan, qui a été fortement médiatisé et où la polarisation est particulièrement croissante et où la perception des discriminations à l'égard de cette population donc est un sentiment partagé par 89% de la population depuis octobre 2023. Donc, les manifestations qu'on a pu voir à Dearborn ont été particulièrement activées sur les réseaux sociaux par les partisans de Trump qui ont encouragé à finalement boycotter le scrutin, voter vert, puisqu'on voit que Jill Stein a particulièrement bénéficié aussi de ce soutien dans cette région et dans ces groupes cibles. Mais l'idée a été de pousser aussi à décrédibiliser donc la politique de Harris sur Gaza. Ce qui a été donc majeur, et je le rappelais, c'est le rôle des réseaux sociaux et des influenceurs dans cette campagne et dans cette politisation donc de ces crises internationales, sachant que pour le groupe cible dont je vous parle depuis tout à l'heure, donc c'est moins de 30 ans, 37% de ces Américains de moins de 30 ans consomment des informations via des influenceurs qui ont une ligne idéologique ou pas, puisque certains d'entre eux, comme Jackson Hinkle en particulier, a été particulièrement proactif, sans ligne idéologique particulière, mais il a quand même contribué, sans ligne idéologique parce que c'est un entrepreneur d'influence qui développe en fait un modèle économique et qui recherche plus des clics que de soutenir un candidat. Néanmoins, le brouillage informationnel qu'il a activé pendant la campagne avec les millions de followers qu'il a contribué finalement à peut-être démobiliser une partie de cette jeunesse en faveur de Kamala Harris. Donc, on a bien eu une désinformation assez ciblée sur ces groupes de jeunes de moins de 30 ans qui ont été renforcés aussi par tous les deepfakes qui ont montré des positions controversées de Harris sur Gaza et qui ont été massivement partagées donc dans les communautés religieuses conservatrices et musulmanes en particulier.
Donc, conclusion et impact finalement sur la polarisation politique et cette forte politisation, c'est ce que je rappelais en préambule, si je n'ai pas été assez claire, je vais enfoncer le clou, c'est qu'au-delà d'une polarisation politique forte entre démocrates et républicains sur la question de l'Ukraine, avec des républicains moins enclins à soutenir militairement l'Ukraine, puisqu'en novembre, après l'élection, on n'a que 19% des sympathisants républicains qui sont en faveur d'un soutien à l'Ukraine, contre plus de 46% des démocrates. Et là encore, on voit que plus on est âgé et démocrate, et plus on va soutenir la cause ukrainienne, la réciproque n'étant pas vrai pour les républicains. Donc, fragmentation générationnelle qui est plus importante et peut-être plus parlante et plus impactante encore que cette polarisation classique entre deux partis, démocrates et républicains, puisqu'on l'a bien compris, la société américaine est fragmentée bien au-delà de ces clivages bipartisans classiques, et ça s'en ressent en période électorale, notamment quand il s'agit d'instrumentaliser des crises internationales, ce qui a été le cas. Donc, les leçons à tirer de cette élection, c'est que ça a mis en lumière des tendances qui étaient peut-être plus ou moins évidentes, mais que l'exploitation des crises internationales peut mobiliser notamment un électorat religieux, quand on sait qu'en fait, le seul agenda politique actuel en politique étrangère de la future administration Trump est un agenda religieux qui repose en fait sur la droite religieuse chrétienne et évangélique. Voilà. C'est l'ensemble de ces outils et l'instrumentalisation et la politisation de ces crises est particulièrement intéressante, et je pense que ce sera un phénomène qui va durer avec les crises que nous vivons et qui s'étendent au Moyen-Orient à l'heure même où nous parlons. Merci de votre attention. Merci beaucoup, encore une fois, une tenue du temps excellente, donc ce qui va nous laisser un petit peu de temps pour discuter par la suite. Alors, pour terminer les interventions, je vais donner la parole à Romain Lequignoux, qui est donc cofondateur et directeur général d'Eurocréative, qui est un think tank français dédié à l'Europe centrale et orientale, qui vise à renforcer les relations politiques, économiques, sociétales et culturelles entre la France et les pays d'Europe centrale et orientale. Et donc, Romain Lequignoux est titulaire d'un master en sciences politiques de Sciences Po Aix, spécialisé sur les questions de défense et de sécurité, et d'un master en études européennes de Leuven. Il a contribué à plusieurs publications, notamment celle d'une tribune dans Le Monde récemment, qui vise à jeter un pont en fait vers les pays d'Europe centrale et orientale. C'est donc depuis cette position qu'il va nous parler. Donc, Monsieur Lequignoux, la parole est à vous pour 10 minutes. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, merci pour la présentation. Comme vous l'avez pu le remarquer, je suis pas académique, je suis plus sur un aspect analytique, notamment du fait de mon expérience dans de divers think tanks, dont le mien, et aussi pour avoir travaillé notamment dans une fondation politique et avoir travaillé avec pas mal de partis politiques, notamment sur les aspects internationaux. Donc j'espère que cet éclairage pourra apporter un angle d'analyse un petit peu différent. J'ai beaucoup appris des différentes présentations. Je vais essayer de tenir mes propos en 10 minutes. C'est peut-être le plus grand défi de cette présentation, mais enfin. Voilà, donc on m'a demandé plutôt de parler surtout sur la Moldavie, la Roumanie et la Géorgie qui ont connu des élections récemment. Peut-être en guise d'introduction, quelques propos notamment sur 2022 et comment les partis politiques en Europe ont réagi, et peut-être une déclaration qui se confirmera dans mes propos. On ne gagne pas des élections, qu'elles soient législatives ou présidentielles, sur des aspects de politique internationale. Néanmoins, on peut les perdre. C'est peut-être comme ça que j'aimerais partir et commencer mon intervention. Et j'aimerais attirer votre attention sur 2022 et les premières élections qui ont lieu en Europe juste après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Il y avait 3 pays qui étaient concernés: la Hongrie de Viktor Orban, la France avec des élections présidentielles et la Slovénie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 3 pays-là? En Slovénie, c'est le plus simple. Le parti au pouvoir, ou en tout cas la coalition de centre-droit au pouvoir menée par Janez Janša, a perdu ses élections, et il ne les a pas perdues sur des questions de politique internationale, sur des questions domestiques. On se rappelle peut-être que Janša était l'un des premiers leaders européens à être allé aux côtés du Premier ministre tchèque et du chef du parti PiS était allé en Ukraine. C'était le premier. Cela n'a pas forcément eu quelconque influence.
Donc, on le voit ici. Sur la France, 2022, février, on voit que Macron, le président Macron, le président sortant, donc, dans les premiers mois première semaine de l'invasion à grande échelle, connaît un pic de popularité. Il atteint 31-32% dans les sondages, puis redescend lors du premier tour. Donc, on voit qu'au départ, ça lui a bénéficié dans les premières semaines, mais que la campagne politique présidentielle ne s'est pas construite autour de l'Ukraine spécifiquement et que Marine Le Pen a veillé finalement à essayer d'atténuer ses positions pro-russes, j'y reviendrai. Et enfin, peut-être une élection un petit peu différente en Hongrie avec les élections législatives de 2022 qui opposaient le Fidesz, le parti sortant de Viktor Orban, et une coalition de coalitions, dirons-nous, menée par Péter Markizaj. Et on voit et on dit dans les analyses que Markizaj aurait perdu ses élections, notamment pour des déclarations trop franches et trop supportrices envers l'Ukraine. C'est l'une des explications. Il y a d'autres explications aussi, un manque de leadership, une coalition d'opposition qui n'était pas structurée. Mais enfin bon, c'est l'un des éléments qui a fait que Viktor Orban a pris l'ascendant dans le narratif à partir de mars, qui est finalement la guerre en Ukraine et notamment des positions qu'on a appelées de pro-paix. Viktor Orban est l'un des premiers leaders et c'est celui qui a plus structuré ce discours sur un narratif pro-paix, qui n'est pas un narratif pro-russe, mais en tout cas qui reprend des éléments de celui-ci. Donc depuis 2022, qu'est-ce qui se passe? On a une polarisation dans la plupart des pays des pays d'Europe, de l'Union européenne notamment, sur la guerre en Ukraine, mais pas forcément sur une position est-ce qu'on est pro-Ukraine ou anti-Ukraine? Pro-Ukraine, pro-russe. C'est plutôt une polarisation qui arrive sur des sujets un petit peu connexes, différents des conséquences finalement de la guerre en Ukraine sur nos sociétés, sur nos économies, notamment l'inflation, le pouvoir d'achat, qui sont des questions très importantes. Dans certains pays, les réfugiés ukrainiens, il y a certains pays qui ont eu l'arrivée de centaines de milliers, de millions même de réfugiés ukrainiens. Donc, ce sont sur ces sujets peut-être qu'il y a une polarisation plus importante. Il y a aussi toute une sphère complotiste, un narratif complotiste qu'on a vu émerger notamment pendant la crise sanitaire et qui a repris certains aspects lors de la guerre en Ukraine, des positions qui sont anti-globalistes, des positions anti-américaines, etc., etc. Maintenant, quand on arrive sur les élections dont on a entendu parler ces dernières semaines, déjà, on peut, notamment en France, moi je suis basé en France, on le sait, des élections en Roumanie, des élections en Moldavie, des élections en Géorgie, généralement, ça n'attire personne. C'est clair et net. Et cette fois-ci, elles ont attiré les médias, elles ont attiré les commentateurs, elles ont même attiré les soutiens politiques. Pourquoi? Pour une simple bonne raison, que ces élections ont été vues sous le prisme d'un choix de ces sociétés, d'un choix de ces pays entre l'Union européenne et la Russie, pour faire très simple. Il y a cet aspect, effectivement, dans ces trois élections, mais ce n'est pas le seul aspect, loin de là, et peut-être qu'on a eu un biais analytique, je pense, dans certains médias, chez nos politiciens, sur les véritables raisons des échecs, ou en tout cas des échecs plus ou moins limités, mais en tout cas de certains échecs des forces politiques pro-européennes dans ces pays-là. Pourquoi je parle d'échec? On le voit en Moldavie, Maia Sandu a été réélue assez justement et a failli perdre un référendum constitutionnel assez important sur l'Union européenne. En Géorgie, les coalitions qui font face aux rêves géorgiens, donc des coalitions de partis qui sont pro-européens, ont perdu les élections. Et enfin, en Roumanie, là encore, les forces pro-européennes ont connu des élections très difficiles au premier tour de la présidentielle, qui a finalement été annulée, mais aussi dans les élections législatives. Et je vais essayer de détailler peut-être un petit peu plus, il doit me rester encore 5 petites minutes. Je vais essayer de détailler un peu plus ces trois élections. J'aimerais grouper la Moldavie et la Roumanie, puisqu'il y a des éléments qui sont assez similaires. Et enfin, je parlerai de la Géorgie un peu plus tard, parce que c'est une élection un peu plus complexe, premièrement, et la situation est un petit peu différente de par les conditions politiques actuelles. En Moldavie, qu'est-ce qui s'est passé? Comme je l'ai dit, on a eu des élections présidentielles, une élection présidentielle à 2 tours et un référendum constitutionnel sur l'inscription finalement des aspirations européennes de la Moldavie pour le futur. C'est le référendum qui a beaucoup choqué puisqu'il a été remporté par le camp pro-européen à quelques milliers de voix près, ce qui n'était pas du tout attendu. On s'attendait à des résultats beaucoup plus larges. On s'attendait à ce que le camp européen puisse être boosté finalement par ce référendum. C'était l'une des tactiques de Maia Sandu pour être réélue. C'était véritablement d'inscrire cette élection et ce référendum dans ses actions et dans l'orientation qu'elle a su insuffler ces dernières années à la Moldavie, l'orientation euro-atlantique, pas seulement européenne, euro-atlantique, d'ancrage à l'Occident et de départ finalement de la Russie. Échec puisque ça a été gagné très très marginalement. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette élection, dans cette campagne?
on peut voir que Maya Sandu et son principal opposant Stoyanoglu ont eu des approches très différentes. D'un côté, Maya Sandu a fait en sorte de dire que cette élection était une élection pour le futur de la Moldavie, pour ou contre l'Europe, pour ou contre la Russie. Mais de l'autre côté, M. Stoyanoglu a fait attention. M. Stoyanoglu, qui est d'ailleurs, précision importante, issu du Parti des socialistes moldaves, et notamment qui est un parti dirigé par Igor Dodon, qui est un ancien président totalement pro-russe, affilié à la Russie, affilié à Moscou. Et donc, on voit que ce dernier, M. Stoyanoglu, a essayé de faire en sorte de dire que ce n'est pas une élection géopolitique, mais c'était une élection pour juger Maya Sandu et pour juger ses alliés du parti PAS, Parti Action et Solidarité, sur ces dernières années. C'est vrai que même si Maya Sandu et ses alliés ont mis en place une orientation euro-atlantique, il y a certains problèmes qui sont pointés du doigt par la population, des problèmes économiques. La Moldavie a été très impactée par la guerre en Ukraine, que ce soit sur les prix de l'énergie, sur l'inflation, sur l'arrivée aussi de centaines de milliers de réfugiés ukrainiens qui a beaucoup pesé sur l'économie du pays. Et aussi sur quelques manques de transparence. Maya Sandu a promis beaucoup de réformes, toutes n'ont pas été mises en œuvre, et il y a eu une partie de l'électorat supposément pro-européen. On dit que les Moldaves sont à 55-58% pro-européens. Une partie de cet électorat n'a pas voté finalement pour le référendum et pour le camp européen. En Roumanie, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu la très mauvaise surprise de voir l'arrivée d'un candidat assez peu connu, mais qui était finalement connu. C'était une personnalité de l'extrême droite radicale roumaine, Georgescu, qui est arrivé au second tour, à la grande surprise, et avec l'élimination des représentants des deux grands partis de Roumanie, le parti de centre-droit PNL et le parti de centre-gauche, le PSD. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Là encore, est-ce que si on pense que M. Georgescu n'est que le représentant des sympathies pro-russes en Roumanie, je pense qu'on a assez faux. Ce qui se passe en Roumanie, et ce qui s'est notamment passé sur ce premier tour de l'élection présidentielle, c'est un vote de dégagisme, un sentiment de dégagisme parmi la population roumaine, qui a notamment décidé de sanctionner les partis traditionnels et les partis qu'on peut appeler de statu quo, comme je parlais, de partis de centre-droit et de centre-gauche, qui ont formé une coalition assez contre-nature depuis 2021 et qui sont très critiqués pour une mauvaise gestion du pays, le fait qu'il demeure de la corruption, une non-transparence, un système qui est bloqué, et aussi une coalition qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour d'autres partis réformistes. Et on le voit, les deux premiers candidats qui arrivent en tête sont Georgescu et sont Madame Lasconi. Les deux représentent des partis anti-système, des mouvements anti-système. L'un, Georgescu, est ultranationaliste, l'autre est pro-réforme, pro-Union européenne. Bon, malheureusement, on n'a pas pu avoir le dénouement de ces élections puisqu'elles ont été annulées tout simplement par la Cour constitutionnelle. Et là encore, ce n'est pas la première décision controversée de la Cour constitutionnelle, et c'est l'une des raisons notamment de l'ascension fulgurante de M. Georgescu, c'est l'interdiction par la Cour constitutionnelle, qui, on le sait, est très politisée en Roumanie, l'interdiction pour Madame Șoșoacă, qui était l'une des figures de l'extrême droite radicale en Roumanie, de concourir pour ces élections. Donc voilà, encore une fois, on a bien évidemment une politisation autour des enjeux sécuritaires, mais ce ne sont pas forcément les premières explications d'un vote contre certains partis pro-européens. Si j'essaye de rassembler peut-être un petit peu ces deux pays et essayer de voir les raisons pour lesquelles on a eu une montée de Georgescu, les raisons pour lesquelles le score de Maya Sandu, par exemple, a été moins important que prévu, je pense qu'il y a trois raisons qui sont majeures et sur lesquelles ces partis radicaux, ces partis qui ne sont pas pro-européens essaient de surfer avec l'aide, et là il faut le préciser, avec l'aide d'interférences étrangères, évidemment. On le sait, le scrutin en Moldavie a été entaché énormément d'achats de votes massifs, de déstabilisation des médias, de l'opinion publique, et donc ils surfent sur trois modalités, sur des peurs sécuritaires, je dirais. La première peur sécuritaire, c'est celles qui sont relatives à l'insécurité économique, le manque de pouvoir d'achat, l'inflation, qui est très important dans ces deux pays. Le deuxième, c'est les insécurités identitaires. On le voit, notamment, M. Georgescu était un candidat qui s'est mis sur TikTok et qui parlait librement de ce que l'Union européenne pourrait faire à la Roumanie, la perte d'identité, la perte de la religion, l'arrivée du wokisme, l'arrivée des mouvements LGBT, etc., etc., etc. Et la troisième peur, qu'il ne faut pas sous-estimer non plus, c'est pas une peur c'est pas une insécurité qui a défini les élections dans ces pays-là, mais en tout cas, il y a la guerre, effectivement, et ce sont des pays qui sont inquiets. En Roumanie, par exemple, les débats sur le soutien à l'Ukraine n'existent pas dans l'opinion publique, c'est-à-dire que la Roumanie a joué un rôle très important dans le
pays du flanc Est, évidemment, mais un rôle très important dans le soutien à l'Ukraine, notamment avec la livraison d'armes, de munitions, avec l'accueil des réfugiés ukrainiens, notamment plus récemment la livraison de missiles anti-défense défense aérienne patriote. Ce ne sont pas des choses qui sont dans le débat public. Tant et si bien que quand Zelensky est arrivé à Bucarest il y a quelques mois, on n'en parlait pas dans les médias, etc. Donc il y a vraiment une peur de parler sur la guerre et il y a une peur dans la population sur la guerre en Ukraine. Et je pense qu'elle se renforce dernièrement puisque l'Ukraine est dans une position assez problématique. Et donc, dans la population, il y a une peur que l'Ukraine perde et que ces pays soient directement impactés. On le sait, la Moldavie serait impactée instantanément si l'Ukraine devait tomber. La Roumanie serait la prochaine, entre guillemets, dans le narratif qu'on peut entendre. Et je vais essayer de conclure très rapidement sur la Géorgie. C'est un petit peu plus complexe pour la simple et bonne raison que la Géorgie a un parti au pouvoir qui est le parti Rêve géorgien, qui a mis en place un système de corruption généralisée, d'achat massif de votes, de clientélisme structuré. C'est la raison pour laquelle il y a eu quelques controverses sur l'intensité du vol de ces élections. On sait que les rapports sont assez prudents sur ce vol d'élections pour la simple et bonne raison que si les irrégularités ont été nombreuses lors du jour du scrutin des élections législatives, ils n'ont pas été si massifs, ils n'ont pas été aussi massifs qu'en Moldavie. Et la raison est simple, c'est que le parti au pouvoir contrôle déjà depuis plusieurs années les systèmes médiatiques, institutionnels, contrôle aussi l'électorat finalement, notamment à travers ce réseau de clientélisme. Et c'est la raison pour laquelle ce qui a été pointé du doigt par les organisations internationales, c'est le problème du secret de vote, puisque le parti Rêve géorgien, avec ses officiels et avec certaines bandes de mafieux, littéralement, ont fait en sorte que les gens soient surveillés, que leur vote soit surveillé lors de ces élections. Et donc, peut-être point un petit peu intéressant, et je vais finir là-dessus, le point intéressant lors de cette campagne, c'est que le Rêve géorgien s'est appuyé sur un narratif orbanien, je sais pas trop comment le caractériser, mais en tout cas un narratif à la Orban concernant ces élections. On a vu notamment fleurir dans toutes les villes géorgiennes des panneaux qui ressemblaient à ceux de la campagne du Fidesz lors des élections 2022, c'est-à-dire de faire peur, de manipuler la population par rapport aux conséquences possibles de la guerre en Ukraine sur la Géorgie. On sait d'ailleurs que le parti Rêve géorgien a été aidé par des experts, dirons-nous, de la campagne politique et notamment de certaines personnes proches ou affiliées au Fidesz. Donc c'est vraiment un narratif qui a été copié, qui a été fait en sorte pour que la population géorgienne soit mise dans un climat de peur permanente à propos de la guerre en Ukraine, pas seulement évidemment, mais en tout cas la guerre en Ukraine a joué un certain rôle. Voilà, je vais finir sur ça et j'ai été un petit peu moins respectueux des délais que mes camarades. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre pour ces interventions qui sont vraiment à la fois passionnantes et je trouve qui font bien écho en fait les unes avec les autres. J'aurais plein de questions à vous poser, mais je pense que je vais plutôt ouvrir la parole à la salle virtuelle pour pouvoir laisser la place justement un peu à la discussion. N'hésitez pas si vous avez aussi des réactions les uns par rapport aux autres hein, dans vos discussions. Alors, je vois qu'il y a Maude qui souhaiterait parler, donc je vais d'abord donner la parole à Maude et puis ensuite Laurent Borzillo. Je veux pas du tout empiéter sur Laurent, c'était simplement pour faire le lien. Enfin, c'est vrai, la réaction avec la. Alors, merci à tous les autres speakers pour leur présentation. Oui, j'aurais plein de réactions, mais tout de suite, par rapport à ce que vous évoquiez et le lien, ce qui est particulièrement intéressant dans le phénomène en Roumanie en particulier, c'est que on parlait de cette. Moi, je parlais de l'internalisation des crises, mais il y a aussi une internationalisation, en fait, finalement, de ces mouvements de subversion dans les crises. Et l'influenceur dont je parlais tout à l'heure, Jackson Hinkle, qui n'a en fait que pour objectif que de générer des clics, soutient notre leader géorgien et parle de coup d'État en Roumanie et invite finalement cette actualité qui paraît assez éloignée des préoccupations de son public cible américain dans le débat aux États-Unis, de même qu'il prie à l'heure actuelle sur Twitter pour la famille de Bachar el-Assad qu'il soutient après avoir soutenu Netanyahou. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on n'a aucun objectif finalement clair d'une stratégie politique particulière, mais qu'on est là juste pour faire du brouillage, du populisme et finalement de remplir son modèle économique, toutes les crises internationales, quelles qu'elles soient, tous les mouvements sont bons
pour alimenter un fil finalement d'actualité qui générera un certain nombre de followers. Mais malheureusement, quand on regarde même là en temps réel ce qui est en train de se passer sur X, sur ces deux sujets qui sont donc la Roumanie et la Syrie, eh bien, les influenceurs pro-Trump inondent la toile de messages avec des millions de followers sur ces enjeux-là en parlant de coup d'État d'un côté et en parlant d'une injustice qui est faite donc à Bachar el-Assad au retour du terrorisme et à la nécessité d'agir en ce sens. Donc, c'est des coups d'opportunité qui sont assez importants que représente toute cette actualité internationale pour ces acteurs-là. Voilà. Pardon, c'était mon bien. Laurent, du coup, tu avais une question? Oui, mais je vois que Romain Lequigno voulait intervenir, donc peut-être d'abord laisser intervenir, après je pose ma question, Benoît. Ouais. Merci, c'est juste très rapide, c'est pour confirmer aussi ce que Maud disait, c'est que Monsieur Robert Kennedy Jr., qui sera le futur ministre de la Santé de l'équipe Trump, était supposé venir à Bucarest cette semaine, donc dans l'entre-deux tours, pour faire une conférence avec Georgescu sur un livre qui traitait notamment de la crise sanitaire, du Covid et des problèmes relatifs, soi-disant, au vaccin du Covid-19. Donc voilà, on a cette sphère complotiste, anti-globaliste qui se retrouve. Et évidemment, le débat était supposé être modéré par Tucker Carlson, qui se trouve en ce moment à Moscou. Oui, je t'avais pas mis ton micro, Delphine, donc Ah, pas pardon. entendu. Non, pas de souci. Oui, ben merci donc à tous les intervenants donc pour différents propos, c'est très intéressant. J'aurais quelques questions pour commencer, mais je ne veux pas trop monopoliser la parole. Juste peut-être très rapidement, une question déjà pour Justin par rapport à ce que tu as présenté. Est-ce que tu penses que lors des prochaines élections, potentiellement quand même la contribution canadienne vis-à-vis de l'Ukraine ou à l'OTAN pourrait quand même devenir un enjeu? De ce que tu as dit, très clairement, les conservateurs n'auraient pas l'intérêt, puisque c'est l'électorat qui est le plus, qui est le moins favorable à cela. Mais est-ce que ça pourrait pas devenir un enjeu utilisé en particulier, je pense, par soit les libéraux, soit le NPD, pour justement essayer d'aller capter le vote, donc, puisqu'on a pas, quand même une forte communauté ukrainienne au Canada, puisque le Canada est le troisième pays, je crois, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, avec la plus forte communauté ukrainienne. Donc, est-ce que ces partis-là, qui en plus actuellement, justement, sont en difficulté dans les sondages, paradoxalement, ne viendraient pas peut-être à utiliser cet enjeu-là pour essayer de justement affaiblir les conservateurs, alors que, quand bien même, comme tu l'as expliqué toi-même, pour l'instant, c'est pas ceux qui font le plus. Enfin, du moins, ils parlent beaucoup, mais en action, c'est pas leur chose. Mais est-ce que ça pourrait pas justement, paradoxalement, être utilisé puisque il y a peu de chances soit par les conservateurs. Il y a une question très rapide, pas rapide. Oui, oui, non, parce qu'elle n'est pas simple. À Romain Quignou, en fait, je me posais la question, parce qu'en fait, pour les élections françaises 2022, les 3 dernières semaines avec le deuxième tour tendent à montrer que l'Ukraine a pu jouer un rôle pour mobiliser l'électorat de Macron. Enfin, pour ceux qui ont voté, en tout cas, pour le candidat Macron, donc ce n'est pas que les pro-Macron. Mais en fait, je me posais la question si, par rapport aux différentes élections que vous avez mentionnées, si en fait et à la phrase que vous avez citée, que j'ai bien aimé au début, c'est on ne peut pas gagner avec un enjeu de défense, mais on peut perdre une élection en l'utilisant. Si le problème peut-être pour l'utilisation d'un tel enjeu dans une campagne électorale avec ces pays-là vient peut-être du fait que ça ne peut pas fonctionner en particulier lorsqu'on est dans un système politique où il y a trop, par exemple, d'interférences, d'ingérence, aussi de diffusion de fake news narratifs, avec en plus donc un achat de vote, même ce que vous avez mentionné. Est-ce que le problème ne vient pas aussi de là, dans le sens où, pour ces pays-là, enfin, dans un système politique de ce genre, des élections plus sur des aspects économiques, sécurité, etc., ont plus de chances de chances de gagner que si justement ils vont sur de l'international alors que il y a trop de diffusion de fake news de manière générale. Merci Laurent. Donc je vais laisser Justin et Romain répondre et puis après, alors on prendra d'autres questions s'il n'y en a pas. Moi j'en aurai une pour Florian.
Merci Laurent pour la question. C'est une bonne question au sens où on ne le sait pas encore. L'élection fédérale aura lieu en 2025, probablement, je crois, au printemps lors du dépôt du budget qui ne passera pas. Je pense que vous connaissez ce sujet en France présentement. Donc, on risque d'être dans la même situation. Maintenant, est-ce que l'enjeu deviendra saillant? Moi, je ne crois pas. Premièrement, les chiffres d'opinion publique sont clairs. Il y a peu d'intérêt et division sur une base partisane. Donc, essentiellement, l'opinion suit ce que les politiques disent et non pas, sont pas en amont et ne poussent pas les politiques à prendre des décisions. Au niveau médiatique, c'est un sujet plutôt lointain qui peut être ravivé plutôt par un cessez-le-feu qui est dans l'objectif du nouveau président élu américain, qui, s'il arrivait, ben, possiblement que ça amènerait le sujet dans l'actualité, mais pas au point de mousser la contribution canadienne, parce que contrairement aux Européens, les Canadiens ne sont pas dans la mire de Donald Trump sur l'Ukraine. Constamment, et c'est ce qu'il a répété ce week-end, c'est aux Européens de s'occuper de la défense de l'Europe et de la sécurité européenne. Il ne mentionne jamais les Canadiens qui sont les seuls non-européens, à part les Américains de l'OTAN. Donc, c'est oublié, c'est comme si on n'existait pas. Donc, la pression, elle n'est pas là. Pour ce qui est du partage du fardeau, là, le principal euh, enjeu là, que porte Donald Trump, alors il faudrait que ça vienne d'un intérêt, je dirais, partisan. Il faudrait qu'un des partis politiques, il voit un wedge issue, il voit un enjeu pour faire mal à l'autre. Je pense que c'est à ça à quoi tu faisais allusion, Laurent. Et ça, je le vois pas parce qu'on s'expose en même temps à à nos propres vulnérabilités. Si les libéraux l'utilisent, ben, ils s'exposent à dire, ben, regardez qu'est-ce que vous avez fait. Vous avez donné autant de chars d'assaut que le Portugal. C'est rien d'incroyable. Donc, on peut facilement être exposé à une critique parallèle. Et du côté conservateur, il n'y a pas d'intérêt dans la mesure où eux, leur objectif, c'est d'équilibrer le budget et ils vont le faire sur le dos des forces armées canadiennes comme on le fait habituellement, pas en augmentant les budgets à l'étranger. Déjà qu'il y a une pression pour augmenter les dépenses militaires, si en plus il faut ajouter ceci. Et comme je le disais, c'est pas une stratégie. Ça aurait été beaucoup plus logique de dire, ben, une des façons d'augmenter nos budgets, c'est d'augmenter l'aide qu'on donne à l'Ukraine en donnant du matériel ici, en achetant au cours des 10 prochaines années pour les moderniser. Mais c'est pas un choix qui a été fait. Et à moins que ça soit la stratégie qui soit proposée, c'est la seule façon que je verrais cet enjeu-là devenir sur le radar politique. Mais à nouveau, ce serait de manière indirecte, c'est-à-dire ce serait d'une façon de répondre à un autre impératif que Donald Trump pose sur le Canada, d'atteindre les cibles du 2%. Et d'ici la fin du mandat de Donald Trump, la cible canadienne présentement, c'est 2032. Il serait beaucoup plus intelligent de le faire d'ici 2029 pour qu'on puisse dire à Donald Trump qu'il a obtenu l'augmentation des dépenses canadiennes sous son mandat à lui. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup être la cause de la politique internationale, donc on lui donnerait beaucoup de gains. Je crois que ça serait la seule hypothèse que j'envisage là au printemps prochain. C'est à moi de répondre, c'est ça? Oui. Ok, merci. Donc, merci pour les questions. Il y en a deux, j'imagine, dans la question. La première était plutôt sur Macron et sur la mobilisation. Je pense déjà que Macron a vu une opportunité de se servir de la guerre en Ukraine, de présidentiable évidemment, était déjà président, mais en tout cas d'avoir la statue du chef d'État pour sa réélection. Ça tombait bien puisque Madame Le Pen a quand même de gros dossiers sur ses relations avec la Russie, qui soit à propos des financements, à propos de photos diverses et variées de ses voyages à Moscou. Donc bon, là-dessus, effectivement. Après, je pense que là où on a eu de la chance, et peut-être qu'on s'y attendait pas forcément, c'est que l'opinion publique française a réagi très bien par rapport à la guerre en Ukraine, a su directement qui était l'agresseur et qui était la victime. Et je pense que l'opinion publique, malgré le manque de connaissances qu'elle pouvait avoir sur l'Ukraine, sur l'Europe de l'Est, a réussi à se placer du bon côté et que ça a facilité la vie du président sortant Macron et président réélu. Et dans le même temps, ça a été quand même, je pense, un handicap pour lui lors de sa campagne, puisque il a commencé à avoir la guerre en Ukraine comme un grand sujet de sa campagne, et après la campagne a un peu flotté, c'est-à-dire qu'au deuxième tour, on savait pas bien pourquoi on revotait Macron. Il manquait de contenu sur ce que proposait le président Macron pour ces 5 prochaines années, et on a bien vu dans les courbes de sondage. Quelques jours avant le second tour, on se retrouve avec Macron et Le Pen qui se retrouvent dans la marge d'erreur des sondeurs. Au final, Macron finit à 58%, Le Pen à 42%. Donc, il y a une victoire assez large. Je pense que la guerre en Ukraine a permis notamment à Macron, plus que de simplement mobiliser son électorat, a aussi permis d'avoir un report de vote
dirons-nous, des électeurs du centre-gauche jusqu'au centre-droit, plus évident pour lui au second tour, notamment parce que Le Pen était trop dangereuse pour ses liens et ses connexions avec la Russie. Sur la deuxième partie de votre question, qui est effectivement assez compliquée, je pense que au niveau des fake news, évidemment, mais ce qu'on peut voir de la Moldavie et de la Roumanie, moi, ce qui me frappe, c'est que la Moldavie a été plus résiliente, la population moldave a été plus résiliente que la population roumaine lors de ces élections. Je veux dire, les sommes qui ont été investies en Moldavie ont été colossales, elles ont été plus ou moins dérisoires en Roumanie. Dire, c'est une campagne TikTok, donc ça prouve que on a quand même des gros problèmes. Et ici, je parle pas seulement de la Roumanie, je pense pas que seulement que la population roumaine soit si propice à la désinformation russe. Je pense pas que le système politique roumain soit plus faible qu'un autre dans l'Union européenne au niveau de la désinformation russe et des ingérences étrangères. Mais enfin, ça prouve que la situation est assez compliquée. Et je pense très sincèrement que l'élection présidentielle, le premier tour en Roumanie, a été l'une des élections les plus catastrophiques qu'on a pu vivre en Europe ces derniers temps, puisqu'elle montre véritablement la faiblesse de nos systèmes et l'immaturité démocratique de nos populations. Cela dit, je pense qu'il y a une grande part de responsabilité de la part des partis au pouvoir, et on le trouve en Roumanie. Moi, j'ai mentionné la coalition qui était au pouvoir centre-gauche, centre-droit, notamment puisque il y a une véritable difficulté d'avoir des narratifs par rapport aux problèmes que vivent les gens. La Roumanie, comme la population roumaine, comme beaucoup d'autres pays, vit des problèmes assez importants, notamment en ce qui concerne l'inflation. On a tendance à beaucoup se plaindre des prix de la vie en France. Je veux dire, si on va un petit peu plus loin et si on va notamment en Europe centrale, Europe de l'Est, on peut voir que l'inflation est véritablement terrible là-bas et que la vie a véritablement changé pour les populations là-bas. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles, en Roumanie, on a du mal à répondre à cette problématique. Le dérapage budgétaire, par exemple, c'est une autre raison pour laquelle une partie de la population est très mécontente et les partis au pouvoir, les partis, je dirais, traditionnels n'arrivent pas à répondre par rapport à ça. Et donc, forcément, les fake news arrivent à pénétrer ce tissu, arrivent à pénétrer les narratifs et sont plus facilement écoutés ou en tout cas suivis par une partie de la population. Je veux dire, moi, ce qui m'a surpris, par exemple, pour reprendre encore le cas de la Roumanie, on sait qu'un parti comme le Parti socialiste-démocrate, le PCD, a un réseau local extrêmement développé. C'est-à-dire que lorsqu'on a vu le premier tour de ces élections, il y a eu deux surprises. La première était que les services d'intelligence n'avaient pas vu la montée de Georgescu, n'avaient pas vu les tentatives d'ingérence russe et chinoise, puisqu'on parle de TikTok finalement, donc on peut probablement parler des deux. Et le deuxième choc, c'est que les partis politiques qui ont un très bon réseau au niveau local, qui sont liés aussi à propos du clientélisme, mais en tout cas qui n'ont pas réussi à voir comment leur électorat switchait. Et ça, je pense que ça prouve qu'il y a une déconnexion entre les partis au pouvoir, les élites politiques de nos capitales et les attentes des populations, des citoyens ordinaires, qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc, je pense que, encore une fois, quand on parle de déstabilisation, c'est pour ça que j'ai essayé de centrer ma présentation sur le fait que oui, effectivement, dans ces trois pays, il y a eu des interférences, des ingérences internationales. La Géorgie est un petit peu différente parce que c'est le parti au pouvoir qui a lui-même acheté ces élections et changé le résultat de ces élections. Mais en tout cas, en Moldavie, en Roumanie, effectivement, il y a une ingérence, il y a des interférences, il y a des achats de votes, il y a des manipulations des élections, mais il ne faut pas oublier le contexte local, le contexte national et politique. C'est-à-dire que les gens ne votent pas seulement pour des forces anti-européennes parce qu'ils sont anti-européens. Il peut y avoir aussi des raisons plus domestiques. Et c'est pour ça, je pense que si on veut lutter contre la désinformation, lutter contre les ingérences, il faut bien comprendre que c'est une protection qui se fait contre ces ingérences, mais aussi un renforcement de nos structures, un renforcement de nos partis politiques, de leur narratif et finalement de leur capacité à parler aux citoyens et à mettre en place des, euh, des stratégies, mettre en place des programmes qui véritablement permettent aux citoyens de s'y reconnaître et d'y voir leurs intérêts représentés. Et je finirai juste par une petite conclusion là-dessus. Aujourd'hui, on sait que nos pays, la plupart dans l'Union européenne, doivent dépenser 2% de leur PIB sur les dépenses nationales de défense pour se protéger, voilà, des menaces russes aujourd'hui. Il est très probable que dans les prochains mois, les prochaines années, on parle de 3, 4, 5% pour faire face aux menaces. Ça va être un défi extrêmement important pour nos politiciens d'expliquer aux citoyens qu'on va devoir raboter les services sociaux, qu'on va devoir raboter les retraites, qu'on va devoir finalement trouver de l'argent pour s'assurer que nos pays, que nos défenses sauront faire face à une possible menace russe beaucoup plus proche qu'elle l'est aujourd'hui. Et donc, je pense que ça, c'est l'un des défis pour nos politiciens, savoir expliquer,
savoir parler de la réalité aux citoyens et savoir penser long terme. Et pour l'instant, nos partis traditionnels, nos partis de coalition, nos partis de gouvernement, précisément, ont beaucoup de mal à avoir un narratif qui tient debout et donc sont forcément très peu résilients face aux tentatives de désinformation. Merci beaucoup. Alors, je vois que le temps est presque écoulé. Je vais quand même poser ma petite question à Florian, ou plus qu'une question, c'est plutôt une réflexion que m'a inspiré votre exposé, que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Et en vous écoutant, et notamment ce que vous dites à la fin sur voilà, le niveau du débat chez les experts qui stagne, sur le fait que l'arme nucléaire, au fond, ça peut devenir un champ de contestation du politique, mais que pour ça, il faut qu'il y ait un vrai débat. En fait, j'ai fait un parallèle dans ma tête avec le cyber, le domaine cybernétique, puisque comme dans le cas du nucléaire, en fait, la guerre en Ukraine, c'est aussi une guerre cybernétique. Et en fait, ce qui me frappe, moi, c'est que cet aspect-là, il est complètement absent de tout le débat politique, alors que c'est fondamental. Et alors même que dans certains pays, et je pense notamment au cas de l'Allemagne, il y a de véritables débats juridiques sur qu'est-ce que la cyberoffensive, est-ce qu'on va rentrer là-dedans, est-ce qu'on peut juridiquement se lancer dans une course aux armements. Donc, je me demandais, en fait, si l'analyse que vous nous proposez là, elle serait applicable peut-être au domaine cybernétique ou pas trop, parce qu'on souvent, en termes stratégiques, on met en parallèle la dissuasion nucléaire avec la dissuasion cyber. Voilà la question que je vous poserai. Bah, d'ailleurs, je vais rebondir pour répondre, enfin, sur le propos de Romain, puisque finalement, en fait, c'est un peu le lien entre le politique et l'expertise déjà, qui a du mal à se faire, et qui a du mal à être établi d'un point de vue électoral. C'est-à-dire que si on a vu que le RN et LFI savent faire des questions de relations internationales, des questions de débat, enfin, LFI avec le conflit israélo-palestinien, elle l'a fait à fond, quoi. Eh ben, c'est quand même beaucoup plus difficile pour les partis de pouvoir. Ils ont parlé de participation plus ou moins forte et de contribution à la guerre en Ukraine, mais ils n'expliquent pas tant que ça. Il n'y a pas beaucoup de détails qui sont donnés. Et en plus, cette absence de détails est légitimée par une partie de l'expertise militaire. Moi, je parle au nucléaire, peut-être que c'est le cas pour le cyber, au nom d'une certaine ambiguïté stratégique qui ne serait qu'au bénéfice, en fait, de la France. C'est-à-dire que la France ne communique d'ailleurs que très peu sur ses dons à l'Ukraine, etc. Parce que, en fait, il faudrait pas sortir de cette ambiguïté. On ne sort de cette ambiguïté qu'en sa défaveur. Alors, je condamne pas totalement cette politique. Je pense elle a beaucoup de côtés positifs. Mais la réalité, c'est qu'elle permet pas un débat sain au sein d'une démocratie. Et sur le cyber aussi. C'est-à-dire que sur le cyber, il y a beaucoup de moyens, il me semble, qui sont engagés en France. Enfin, il me semble. Euh, Bon, pour écouter certains podcasts, etc., je vois qu'il y a des communications par des spécialistes du cyber, mais en fait, c'est des domaines déjà de gens qui sont intéressés. Et ma connaissance est très limitée. Et d'ailleurs, enfin, les questions cyber et nucléaire, il y a des liens à y faire. Et moi, malgré le fait que je travaille sur le nucléaire, j'ai quand même des connaissances relativement très limitées sur à quel point nos réseaux nucléaires sont fragiles ou pas vis-à-vis du cyber. Donc, en fait, il y a c'est pas une manque de connaissance de l'expertise, c'est une standardisation de la communication des connaissances et de la vulgarisation, ou une absence de vulgarisation. Et de l'autre côté, il y a des grands partis de gouvernement, comme l'a dit Romain, qui n'arrivent pas en fait à communiquer sur ces questions-là, qui n'arrivent pas à prendre parti. On n'a pas l'impression d'avoir des prises de parti particulières, que ce soit sur le cyber, sur le nucléaire. Il n'y a pas de parti qui dit, voilà, nous voulons faire ça pour la dimension européenne de la diffusion nucléaire. Nous voulons faire ça comme type de défense sur le cyber. Nous sommes pour la défense antimissile, nous sommes contre. Il y a la posture du président et il y a les gens qui sont contre et qui sont pour. Voilà. Merci beaucoup. Je me tourne du coup vers Laurent, du côté de l'organisation. Est-ce qu'on peut dépasser un tout petit peu pour aller jusqu'à 12h15 pour vous et 18h15 pour nous? Ou est-ce que... Nous, moi, c'est bon, c'est aux intervenants si c'est encore faisable, mais oui. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions éventuellement dans la salle? J'en- Est-ce que si les intervenants souhaitent encore réagir, peut-être un dernier coup? Non. Non. Bon, eh bien, donc Laurent, je vais peut-être te laisser le mot de conclusion de cette première demi-journée. Merci en tout cas à tous les intervenants de la table ronde parce que c'était vraiment passionnant de vous écouter. Ça donne, je trouve, ça donne vraiment beaucoup de billes pour les réflexions qui vont poursuivre le colloque demain.
Merci beaucoup Oui. Delphine et à bientôt. Et je suis sûre que ça sera une bonne perche tendue à Maxime Audigné, à Laurent Cordonnier demain que je salue, qui pourront reprendre le fil d'un certain nombre de questions et des pistes qui ont été amorcées dans ce panel. Merci beaucoup pour l'organisation. Merci beaucoup donc à tous les quatre et également donc à Delphine pour la modération. Comme donc ça a été mentionné, on se retrouve à cause du décalage horaire bien évidemment. On se retrouve demain donc à 15 heures heure française, 9 heures heure de Montréal pour justement les deux autres panels de ce colloque qui permettront d'aborder les autres aspects donc en lien avec toutes ces différentes thématiques. Et je remercie encore chaleureusement donc les panélistes de ce matin ou cet après-midi, heure française, pour leur contribution extrêmement riche. Merci beaucoup. Merci à vous.